Bonjour à tous, ici Paul-Hélène Ponceau pour un nouveau podcast. Et dans ce podcast, on va vous parler de la reprogrammation de la réalité. Alors là, c'est encore un vaste programme. Exactement, c'est quelque chose qui va très loin. Et vous allez voir un petit peu et que ça nous concerne absolument tous. Et là, je vais donner des exemples très précis, des cas concrets de reprogrammation de la réalité. Et on parlera de ce qu'il y a derrière ça, du but derrière tout ça. Mais avant de continuer, on voulait vous annoncer qu'on organise une conférence visite guidée le dimanche 27 avril de 13h à 18h sur le thème des aspects occultes du contrôle mental. Alors, cette visite guidée parlera justement de ce qu'il y a derrière le contrôle mental. Et ça va bien au-delà de programmes de type MK. Il y a des connexions avec de la magie noire, des entités non humaines, des entités de type VRI, et il y a une connexion avec la reprogrammation de la réalité qu'on développera au cours de la conférence du dimanche 27 avril 2025. Le lieu de rendez-vous est à la sortie du métro rue du Bac, donc il n'y en a qu'une seule, qui est située sur le boulevard Raspail à Paris, Paris 7e arrondissement, à la sortie du métro rue du Bac, le dimanche 27 avril à 13h. Et le métro rue du Bac, c'est sur la ligne 12. Donc le lieu de rendez-vous, c'est là-bas. Et donc venez nombreux, c'est vraiment très intéressant à chaque fois avec des nouvelles informations. Exactement. Et de toute façon, je mettrai le lien pour vous y inscrire juste en dessous. Alors, podcast. Je voulais également vous rappeler que notre livre, La matrice archontique et le piège temporel, est disponible maintenant. C'est un nouveau livre qui est sorti en toute fin mars. Donc, il est disponible et il est vraiment frais. Donc, si cela vous intéresse, commandez-le sur notre site librairiedubonheur.com ou au-delà de l'illusion.fr. Ce livre est disponible avec tous nos autres livres. Donc, il y a 5 livres maintenant. Disponibles. Donc, vraiment, allez-y, commandez sur nos 2 sites. C'est vraiment la meilleure façon de nous soutenir. Et sachez également qu'on organise une conférence en présentiel le samedi 3 mai 2025, de midi à 18h, bien évidemment avec des pauses. Et ça sera sur la Confédération Galactique. Exactement, ce qui se cache derrière la Confédération Galactique. Alors pourquoi faire une conférence sur ça? Parce que c'est un thème qui est vraiment à la mode en ce moment. Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte que les contactés, les channels sont sincères, qui sont bien en contact avec des formes de vie non humaines. Mais les formes de vie non humaines ne sont pas ce que pensent les channels ou les contactés. Et il y a une énorme manipulation. Donc c'est pour cela que l'on a décidé de faire cette conférence qui aura lieu le samedi 3 mai 2025 à Paris, au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e, métro Mouton du Vernet, de 12h à 18h. Alors, pour cela, il suffit de nous envoyer un mail pour participer à notre conférence. Exactement. De toute manière, je mettrai le lien juste en dessous de ce podcast. Alors, sachez également que j'organise un webinaire en direct le samedi 17 mai 2025, de 18h à 22h. Donc, c'est un webinaire sur le thème de l'extraction de louche et de la fragmentation d'âme. Donc, je n'en dis pas plus, mais ça va être inédit. Oui, ça promet. Et ça va être vraiment passionnant. Et c'est un thème qui est également vraiment d'actualité, puisqu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus. Donc, pour vous inscrire à notre webinaire, je mettrai le lien juste en dessous de ce podcast. Et non seulement vous pouvez vous inscrire à notre webinaire, mais vous pouvez également commander les enregistrements de tous nos webinaires depuis janvier 2024. Donc, sur notre site librairiedubonheur.com. Exactement. Et vraiment, faites-le parce que c'est comme ça que vous soutenez notre travail. C'est vraiment pas
l'achat de nos livres, par nos webinaires, l'achat de nos webinaires, en venant à nos conférences, à nos visites guidées, que vous soutenez notre travail. Et c'est comme ça qu'on peut continuer. Absolument. Donc, c'est très important, noter, parce que c'est vraiment très riche en informations et c'est vraiment pas le moment de s'endormir parce que, comme vous savez, il y a beaucoup de choses à découvrir, n'est-ce pas? Exactement. En 30 ans de recherche, je me rends compte que je ne sais absolument rien. Donc là... Donc, Paul, c'est moi qui vais poser la question. Donc, aujourd'hui, tu vas nous parler de la réalité, mais tu vas bien au-delà de la réalité et bien au-delà des 5 sens. Comment se fait cette reprogrammation de la réalité? Alors, la reprogrammation de la réalité se fait à différents niveaux. Et on va étudier quelques exemples de reprogrammation de la réalité qui nous affectent vraiment dans le quotidien. Parce qu'il y a des reprogrammations comme les resets, notamment. Ça, j'en parle dans le webinaire que j'ai fait le 12 avril dernier. Donc, l'enregistrement, vous pouvez le trouver sur notre site librairiedubonheur.com. J'ai aussi fait des podcasts YouTube sur la notion de Tartaria qui est intimement connectée au reset. Donc, parfois, les timelines sont complètement reprogrammées ou remplacées par des timelines synthétiques. Mais il y a également des resets dans notre quotidien. Et ça, on va y revenir. Mais aussi des manipulations de la réalité dans le quotidien. Tu parles de reprogrammation, mais quand tu parles de reprogrammation, je pense au jeu, comme on peut reprogrammer un jeu. Est-ce que c'est à peu près la même chose? C'est à peu près la même chose. Ou ça va encore plus loin? Ben, ça va plus loin, mais notre réalité fonctionne comme une simulation. Donc c'est comme un jeu extrêmement sophistiqué. C'est pas forcément exactement une simulation, mais notre réalité est holographique et fonctionne comme une simulation. Et du reste, il y a des scientifiques qui arrivent à ces conclusions. Notamment et du reste, c'est pour ça qu'on peut la changer aussi. C'est pour ça que nous-mêmes, on peut la reprogrammer si on vibre au-delà du programme. On peut la reprogrammer. Et ça, c'est tout le concept de nos capacités créatrices, mais très souvent, comme on est tiré vers le bas par les entités, avec tout le cirque de la politique, de la géopolitique, les pensées intrusives, on crée une réalité de basse vibration, un canevas de réalité de basse vibration, où les entités non humaines peuvent projeter leur programme. Donc, et comme cela, elles empêchent de faire le travail sur nous-mêmes. Elles nous empêchent de faire notre travail. Si on fait un travail sur nous-mêmes, on arrive à vibrer un cheveu au-delà des entités. Oui, mais c'est par les pensées, tout est fait de toute manière pour nous tirer vers le bas. Et ça, c'est très important. Donc, un aspect méconnu de la reprogrammation de la réalité, c'est les inserts holographiques. Qu'est-ce que c'est les inserts holographiques? Parce qu'on entend beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations, mais pour toi, qu'est-ce que c'est les inserts holographiques? Alors, les inserts holographiques, c'est à plusieurs niveaux. Parfois, c'est des timelines qui sont insérées et qui remplacent la timeline individuelle ou même collective. Par exemple, notre réalité, quelque part, c'est un insert holographique puisqu'elle a remplacé la timeline Tartaria. Mais nous, on n'est pas holographique. On est tous holographiques. Nos organismes sont holographiques. On est dans une réalité holographique. À partir du moment où on en fait partie, on est dans cette hologramme. Mais il y a une essence divine. Mais l'âme, voilà. C'est au-delà de ça. Mais elle est prisonnière de cette réalité. Et cette réalité synthétique, elle se prolonge ici et dans l'au-delà. L'au-delà, c'est la continuation de la manipulation, puisque les entités manipulent les cycles d'incarnation, réincarnation, et elles cherchent en fait à extraire notre louche, que ce soit dans cette vie, dans l'entre-deux-vies, dans les vies antérieures, dans les vies futures, qui sont en fait simultanées, oui. Par le fait même que le temps n'existe pas. Donc ça, on en parlera
dans le webinaire, mais pour ce podcast, les inserts holographiques, c'est quand des personnages sont insérés dans notre réalité. Alors, ces personnages, c'est des personnages comment? Est-ce qu'ils ont une âme? Est-ce qu'ils n'ont pas d'âme? Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils sont des personnes? Alors, c'est des personnes qui n'ont pas d'âme. C'est ce qu'on peut appeler des personnages non-joueurs dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, certains psychopathes. Donc, tous les personnages non-joueurs ne sont pas des inserts holographiques. Il y a des personnages non-joueurs qui ont leur connexion divine tellement fine que c'est comme qu'ils sont guidés, contrôlés par des pensées intrusives, des égrégores, la conscience collective des différents égrégores. Donc, il y a ça, et avec beaucoup d'amour, on peut parfois leur faire recréer leur connexion divine si elle n'est pas complètement disparue, régénérer leur connexion divine. C'est le mot plus juste. C'est pour ça que les PNJ, c'est une question très complexe. Après, il y a des PNJ qui ont perdu leur connexion divine d'incarnation en incarnation. Et puis, il y a des inserts holographiques, des PNJ qui sont insérés dans cette réalité pour bloquer les gens ou pour mettre en place les normes du système, tout simplement. Est-ce qu'on peut comparer aux PNJ des jeux? Parce qu'il y a des jeux où il y a des PNJ. C'est exactement, le principe est là. Après, c'est plus complexe que ça, mais le principe est là. Il y a des personnages qui sont programmés dans cette réalité. Ensuite, autour d'eux, il y a toute une histoire qui est créée. Ils sont insérés dans la réalité, ils sont insérés dans des familles. Les familles s'en rendent même pas compte, puisque la réalité est complètement reprogrammée. Après, c'est des gens qui vont aller travailler, vivre leur vie, qui sont des programmes insérés dans la réalité. Et la réalité est adaptée à recevoir ces programmes. Par exemple, une histoire est construite, ils sont insérés dans une famille, la réalité de la famille est reprogrammée pour qu'ils pensent que les PNJ ont toujours existé. Alors, dans une série qui s'appelle Buffy la tueuse de vampires, à un moment donné, il y a un espèce de rituel où Buffy, l'héroïne, a une sœur, et la sœur, c'est comme un espèce de PNJ, elle est insérée dans la réalité, tout le monde pense qu'elle a toujours existé. De même, dans la série Fringe, il y a ce concept de PNJ, d'effacement, de choses comme ça. Mais en gros, un PNJ, c'est quelqu'un qui est inséré dans la réalité. Et ils sont là pour dicter les normes du système. Mais ce n'est pas des gens forcément méchants. Ah, pas du tout. Pas du tout. C'est des gens qui dictent les normes du système, tout simplement. Par exemple, si quelqu'un commence à parler spiritualité, ils lui disent non, c'est pas bon. Ils lui donnent les conseils pour qu'il revienne dans le système. C'est un petit peu comme le meilleur ami de Truman dans le Truman Show. Voilà. C'est pas des gens foncièrement méchants, mais c'est des gens qui dictent les normes du système. Ils mettent des bâtons dans les roues. Donc, si on est face à un PNJ, c'est pas du tout de rentrer en conflit avec eux et tout. C'est juste de parler de la pluie et du beau temps. Donc, les PNJ, au début, je pensais que c'était des personnes sans connexion divine. Ce qui était appelé à l'époque des portails organiques, c'est la même chose. Et puis, je suis tombé sur le témoignage de Carissa Conti qui expliquait que des personnes sont insérées dans la réalité. Cette notion d'insert dans la réalité, ensuite, c'était aussi développé par Barbara Marcignac dans Les Messagers de l'Aube, et c'est un des rares textes de channeling où il y a vraiment de l'information qui vient vraiment de quelque chose d'authentique, mais qui est malheureusement mélangé à beaucoup de désinformations venant des entités, parce que Marcignac est honnête, mais disons qu'elle canalisait à la fois son moi supérieur, des êtres de la vraie lumière et des êtres de la fausse lumière, mais c'est un des rares textes de channeling connus où il y a des éléments vraiment valides qui pourraient
venir du moi supérieur, qui pourrait venir de la vraie lumière. Parce que la plupart des transmissions de channeling connues, c'est toute la fausse lumière, c'est des entités qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Donc, Marcignac parle de ces inserts holographiques. Non seulement ça, mais il y a un livre de Rich Van Wyk, qui est un chercheur du MIT, qui parle de personnages non joueurs. Marc Gray aussi fait référence à ça en France. Donc c'est quelque chose qui commence vraiment à faire son chemin. Et c'est une réalité de cette matrice, c'est logique, puisque cette matrice peut être programmée et n'importe qui, n'importe quoi peut être inséré dans cette réalité. Par exemple, il y a une variante de l'effet Mandela qui dit, en gros, où c'est des personnes qui vont se promener dans une ville et ils vont voir un bâtiment de briques rouges dans la grande rue de la ville. Le lendemain, le bâtiment en briques rouges n'est pas là. Pourtant, c'est un bâtiment en briques rouges qu'ils ont vu des dizaines et des centaines de fois dans leur vie. Et là, il est remplacé par un bâtiment en pierre grise. Donc là, ils se disent, mais c'est bizarre, là, il y avait un bâtiment en briques rouges. Ils vont en parler à leurs amis, à leur famille, qui vont dire, non, tu rêves, il y a toujours eu un bâtiment en pierre grise. Et ça, c'est l'exemple typique d'insert holographique de choses qui sont insérées dans la réalité. Donc ça leur peut être des perception n'est pas du tout la même par rapport à quelqu'un qui a une étincelle divine. Pour les PNJ, tu parles? Oui. Oui, la perception est complètement différente. La perception des PNJ, c'est quelque chose qui est complètement différente. Ils n'ont pas de conscience d'eux-mêmes. Par exemple, j'ai l'exemple d'une personne qui était très proche de son oncle. Quand son oncle, ils ont annoncé qu'il avait une maladie grave, la seule chose que la personne a pu dire, c'est la vie. Aucune empathie ni rien. Et c'était pas de la méchanceté, c'était pas un manque d'empathie, c'était comme un robot, comme on apprend à un ordinateur que l'autre ordinateur est malade, alors que si un de mes proches est malade, je suis triste et tout. Et l'oncle, c'était exactement pareil. Et c'est pas de la résilience et tout, c'est autre chose. Ces PNJ n'ont pas de conscience individuelle. Ils sont connectés à une conscience collective. C'est un peu comme une abeille. Une abeille, elle est connectée à la conscience collective de la ruche. Et encore, c'est pas un bon exemple pour diverses raisons. Mais vous voyez, c'est plus une fourmilière. La fourmi est connectée à la conscience collective de la fourmilière. Elle n'a pas à proprement parler de conscience individuelle. Parce que pour les abeilles, il y a des exemples qui montrent qu'il y a une forme de conscience individuelle. Est-ce que c'est valable aussi pour les animaux? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a des PNJ dans les animaux? Je me suis posé la question, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? S'ils peuvent insérer des... Parce qu'il y a des animaux qui sont plus réactifs que d'autres. S'ils insèrent des humains synthétiques, ils peuvent très bien insérer des animaux synthétiques dans la réalité. Du reste, certaines apparitions de cryptides, par exemple, ça peut être des insertions holographiques dans la réalité. Pas toutes, parce qu'il y a des cryptides qui sont des animaux inconnus, d'autres cryptides qui sont des entités sans âme qui se font passer pour des animaux inconnus, d'autres cryptides qui sont connectés au complexe militaro-industriel. Mais il y a des cryptides qui sont des insertions holographiques dans la réalité, et même des animaux normaux. C'est ce que font les entités. Donc même des plantes peuvent être des insertions holographiques. On est dans une réalité, il peut y avoir des plantes qui ont une connexion divine et des plantes qui n'en ont pas, qui sont tout simplement programmées dans la réalité. Ça va loin. Ça va très loin. Même les insertions holographiques, certains objets célestes peuvent être des insertions holographiques. Je n'élaborerai pas ici, mais par exemple, certaines étoiles, certaines planètes peuvent être des insertions holographiques. Donc ça, c'est important de le dire. On est dans un monde où tout peut être reprogrammé.
Et il y a après des inserts holographiques qui sont les psychopathes. Il y a des personnes qui sont insérées dans cette réalité et qui sont incluses dans la réalité, qui ont comme but de détruire une personne ou un groupe de personnes. C'est le phénomène de la psychopathie. Eve Lorgen parle de ces inserts holographiques de personnes qui sont détruites par des psychopathes. Ces inserts holographiques sont aussi présents dans le ciblage en réseau, où il y a cette composante insert holographique. Dans le phénomène du love bite, il y a aussi des inserts holographiques. Et certaines personnes qui sont insérées dans la réalité sont des personnes qui ont une âme synthétique, qui sont programmées pour détruire ou une personne ou un groupe de personnes. Par exemple, il y avait une petite PME sur Paris avec une quinzaine de personnes où tout le monde s'entendait bien. Un jour, quelqu'un d'autre est arrivé et la personne faisait semblant d'être gentille et tout ça, mais en fait, c'était une personne qui provoquait des conflits au sein de l'entreprise et au bout d'un moment, à cause de cette personne, parce que les gens ne l'avaient pas démasqué, que c'était un psychopathe qui était là pour détruire, l'entreprise a fait faillite. Donc, ça, c'est typique de inserts holographiques qui sont programmés pour détruire. Et il y a des psychopathes qui sont connectés à des lignées sataniques. Ça, on en parlera à la visite guidée conférence de dimanche. Il y a des psychopathes aussi qui sont connectés à des entités sans âme qui prennent forme humaine, ça c'est encore autre chose, mais il y a des psychopathes qui sont des inserts holographiques. C'est même pas des entités, c'est des inserts holographiques. Donc, tu vois, tu as un petit peu l'idée. Et là, j'ai des cas concrets d'inserts holographiques, de personnes qui sont des inserts holographiques. Pas forcément mauvais, mais le thème des inserts holographiques est là. Donc, c'est un jeune homme dans les années 2015-2018, donc je crois que c'est en 2018, donc il n'y a pas si longtemps que ça, et il achète une petite maison. Donc, c'est quelqu'un qui est très content. C'est une petite maison dans une rue américaine, une rue d'une banlieue américaine, donc rue très typique de la classe moyenne américaine et tout. Et c'est quelqu'un qui est relativement proche de ses voisins, qui dit bonjour à ses voisins et tout, une vie tout à fait normale. Il interagit énormément avec ses voisins, notamment la famille à côté et un autre voisin. Par contre, ils font des barbecues, des choses comme ça. Par contre, le couple de voisins en face, c'est des gens qu'ils croisent, qui disent bonjour, mais qui ne veulent jamais participer au barbecue et aux petites fêtes qui sont très souvent organisées aux États-Unis. C'est des gens tous complètement normaux, mais qui sont vraiment dans une espèce de routine où ils ne veulent jamais participer aux petites fêtes, où tous les matins, ils partent à la même heure, après ils rentrent plus ou moins à la même heure, c'est toujours la même routine. Mais des gens tout à fait sympathiques. Un jour, le garçon est en train de regarder par sa fenêtre et il voit son voisin d'en face en train de tondre. Et là, il voit que la femme sort, il commence à lui parler, bon, rien. Et soudain, il voit que le couple n'a pas de visage. Le visage n'est pas là. Ils ont une tête, pas d'yeux, pas de nez, pas de bouche, mais ils sont en train de tondre. Donc, le jeune homme pense qu'il est en train de devenir fou. Donc, il sort rapidement, il regarde, et là, il ne voit absolument pas de visage. Donc, il regarde, il est fixe il sait pas trop quoi penser, et les visages réapparaissent comme quand dans une télé, l'image est floue, et l'image après
réapparaît. Donc là, le jeune homme se dit qu'il a rêvé, que voilà, qu'il est trop fatigué et tout. Donc il se repose, puis la vie reprend normalement. 2 ou 3 mois s'écoulent, et voilà, le couple est toujours là, il dit bonjour au couple et tout, il commence à se dire, j'ai vraiment rêvé. Mais 2 ou 3 mois plus tard, le même phénomène se produit. Le couple, cette fois, passe dans la rue, il les salue, et quand le couple le salue, ils n'ont pas de visage. Donc là, il est complètement écœuré, complètement malade. Il se retourne et il a trop peur cette fois, il a vraiment trop peur d'aller les voir. Quelque chose lui fait peur. Et ça se reproduit une 3e fois. Et la 3e fois, pareil, le visage réapparaît. Comme sur un écran de télévision. Comme sur un écran de télévision, quand l'image est floue, tous les traits du visage réapparaissent. Donc pour moi, ce couple, c'était des inserts holographiques qui, d'une manière ou d'une autre, étaient là pour ou décorer le système, ou renforcer le système, comme dans un jeu vidéo, et qu'à un moment donné, il y a eu un espèce de bug, et le jeune homme n'a plus vu le visage de ce couple. Et tu sais, ça me fait penser à un jeu où on peut programmer les skins, littéralement, sans visage, sans tête, sans visage. C'est exactement comme un jeu vidéo. Comme un jeu vidéo. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est un bug ou est-ce que cette personne a vu ça parce que, est-ce qu'il a vu ce phénomène pour le consentement, parce que s'il en aurait parlé, en l'occurrence, il a témoigné, mais de manière anonyme, mais s'il en aurait parlé à sa famille et à ses amis, est-ce que les gens auraient prêté attention? Ils auraient dit qu'il était complètement fou, qu'il aurait bu ou quelque chose, ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est typiquement pour le consentement. Il montre les choses pour que les gens consentent. Et j'ai fait un peu des recherches, il y a d'autres cas comme ça, où des personnes ont vu des visages, ou les visages de personnes disparaître et réapparaître. Donc, il y a vraiment des cas comme ça, et pour moi, ça, c'est des inserts holographiques en action. Donc maintenant, le concept d'insert holographique ne vient pas seulement de channeling, ne vient pas seulement de scientifiques qui travaillent sur la nature de la réalité, il y a des témoins, et il y en a de plus en plus. Est-ce que tu penses qu'ils sont conscients de ça, ou ils ne sont pas du tout conscients? Ils sont même pas conscients, ils sont sont des programmes. Pour eux? Même pour eux, ils sont même pas, à mon avis, ils sont même pas conscients. Comme un ordinateur, quand il bug, l'ordinateur n'est pas conscient. Enfin, ils sont conscients sans l'être. C'est une conscience collective. Est-ce qu'on peut comparer aux personnes qui se métamorphosent en entité, par exemple? C'est autre chose. Là, le shape-shifting, c'est conscient. En général, sauf quand la personne est totalement possédée, elle n'est plus consciente, mais le phénomène de shape-shifting, c'est encore autre chose. C'est connecté à la possession, c'est connecté à des entités qui marchent parmi nous, c'est connecté aussi à certaines lignées qui sont des lignées sataniques, qui physiologiquement ne sont pas humaines et qui sont conscientes de ça. Donc globalement, le shape-shifting, les gens sont conscients, sauf dans quelques cas de possession partielle ou totale. Parce qu'il y en a aussi, parfois il y a des possessions partielles par des entités, donc dans ces cas-là, les gens ne sont pas conscients, mais dans beaucoup de cas, les gens sont conscients. Après, pour le shape-shifting, il y a parfois des entités lors des pensées intrusives qui peuvent s'inclure, et sous certaines conditions, l'entité se montre et recouvre le visage de la personne. Ça, c'est tout le travail de Jerry Marzinski sur ça, beaucoup d'hypnothérapeutes et tout, mais dans certains cas, dans même pas mal de cas, le shape-shifting, les personnes sont conscientes, alors que là, je pense même pas que les personnes étaient conscientes. C'est des inserts dans la matrice.
quelque part même, tout le vivant, les organismes vivants sont des inserts, mais il y a une âme, une connexion divine, il y a quelque chose là, c'est autre chose, c'est encore au-delà, c'est vraiment un insert, comme un PNJ d'un jeu vidéo. Voilà, on peut pas, voilà, c'est... Et puis, il y a d'autres reprogrammations de la réalité qui sont connectées à des jeux sur les timelines. Donc, il y a des gens, et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense, qui vont revivre la même vie plusieurs fois de suite. C'est notamment connecté à des survivants des programmes spatiaux secrets. Et j'ai parlé à 2 personnes qui ont revécu 2 fois la même vie. Voilà. Qui revivent 2 fois la même vie. Et d'une manière ou d'une autre, ces personnes sont connectées aux programmes spatiaux secrets. Donc, je n'élaborerai pas plus, mais par exemple, Tony Rodriguez, donc, qui est un survivant de ces programmes spatiaux secrets, il a été abducté par le CMI et des entités non humaines pour une histoire banale de dispute avec un camarade dont le père était connecté au CMI. Donc, il a cette dispute avec son camarade de classe et pour se venger, le père le fait abducter et l'amène pendant 20 ans dans un programme spatial secret qui est un programme dimensionnel. Là, physiquement, il est utilisé, exploité par des entités non humaines. Puis ensuite, il a la chance d'être ramené quelques secondes après avoir été enlevé. Et tout cela, c'est sur le plan physique, attention. Donc, en ce moment, ensuite, donc pendant 20 ans, il y a eu 2 Tony Rodriguez. Un Tony Rodriguez qui était dans le programme dimensionnel secret et un Tony Rodriguez qui menait sa vie. Et ces expériences, il peut y avoir lieu dans cette même dimension. Ah, bien sûr. Tony Rodriguez, c'était dans cette dimension. Est-ce que c'est malgré eux ou est-ce qu'ils font quelque chose Non, parfois c'est malgré eux. C'est le jeu des entités. Tony Rodriguez n'a fait rien fait, une dispute banale, et d'autres, d'autres, par exemple, il y a une dame qui a été enlevée 40 ans dans un programme spatial secret. Elle n'a strictement rien fait. Donc c'est un espèce de jeu connecté à ces entités sans âme. Et Tony Rodriguez, rien fait non plus. On voit que c'est un espèce de jeu pervers, que à la fois il y a peut-être une composante génétique, mais que c'est quelque chose, mais qu'il y a aussi des enlèvements aléatoires, comme les disparitions et tout ça, les abductions. Il y a une composante génétique, mais une composante aléatoire. Est-ce que c'est un petit peu comme des expérimentations de rats dans les laboratoires? Disons les choses clairement, oui. C'est ça. C'est une énorme expérimentation et un jeu pervers de la part de ces entités. Après, il y a des personnes qui ne sont pas connectées à des programmes spatiaux secrets qui revivent 2 fois la même expérience, mais avec des différences. Et ça, c'est encore autre chose. C'est où la personne est ramenée dans le passé, et ensuite la réalité est modifiée pour que sa réalité soit un petit peu différente, où le point d'attention de la personne est ramené dans le passé et la réalité est modifiée pour que ça soit un peu différent, ou bien la personne est amenée physiquement dans une autre timeline qui est reprogrammée pour que la personne soit adaptée à une autre timeline. C'est ce que font les entités, mais c'est des choses physiques, il n'y a rien de spirituel là-dedans. Est-ce que toutes les personnes peuvent avoir ces expériences-là, ou bien c'est selon les entités sans âme? Alors, moi, je pense que, et ça va paraître assez inquiétant ce que je dis, mais est-ce qu'il y a un effacement? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se rendre à mon compte. avis, on vit tout ça. Voilà. On est dans la matrice, on vit tout ça. Mais heureusement, pour la plupart des personnes, il y a une reprogrammation du subconscient pour que les gens ne s'en rappellent pas. Exactement comme dans le film Dark City.
Mais il y a des personnes où le subconscient n'est pas effacé, donc ils se rappellent, et là, ça devient beaucoup plus dramatique. Pourquoi certaines personnes se rappellent et pas d'autres? C'est connecté au consentement, mais c'est connecté aux entités sans âme. Et là, je vais donner... moi, je dirais que c'est le même cas, tu me diras si c'est vrai ou pas, par rapport aux abductions. Parce que, voilà, on pourrait penser que tout le monde, ou presque tout le monde, serait abducté. C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Simplement, il y en a qui se rappellent, il y en a qui se rappellent absolument pas. Exactement. C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. En tout cas, c'est à peu près 2 à 10% de la population mondiale pour les abductions. Donc, c'est des chiffres absolument énormes. Dans les années 90, il y avait eu un sondage qui avait été fait aux États-Unis par un institut de sondage très sérieux. Et ce sondage avait été commandité par Bud Hopkins, le grand spécialiste des abductions et chercheur de très grande qualité, aujourd'hui malheureusement décédé. Et le sondage mainstream avait montré qu'entre 3,7 et 10 millions d'Américains avaient été abductés. Donc c'est des chiffres vertigineux. Heureusement, une partie ne s'en rappelle pas, mais une grande partie s'en rappelle. Simplement, ils n'en parlent pas. Mais où c'est très juste, ce que tu dis, c'est que c'est un phénomène très fréquent, mais c'est un phénomène physique, mais il y a aussi cette manipulation de la réalité. Par exemple, Lisa Awara, elle est abductée physiquement, et même elle a des traces physiques de ses abductions, des implants, des choses comme ça, et elle est ramenée parfois avant qu'elle ne soit abductée. Donc elle revit quelque part deux fois la même journée, c'est des abductions de 24 heures. Moi, je pense qu'il y a l'hypothèse de beaucoup de personnes qui ne se rappellent pas de longues périodes de temps quand même, et que c'est dû à des abductions. C'est connecté à des abductions, oui, et à des manipulations de la réalité. Voilà, c'est ça. À des manipulations de la réalité. J'en suis persuadée que c'est ça après. Voilà. Oui, moi je pense, parce que il y a des abductions très longues. Il y a ce cas aux États-Unis où un étudiant qui faisait du ski a été enlevé, donc les traces de ski s'arrêtent net. Il disparaît à tel point qu'il est déclaré mort et que son université même lui donne sa licence à titre posthume. Et presque un an plus tard, la tante du jeune homme reçoit un coup de téléphone. Le jeune homme s'était retrouvé à plusieurs milliers de kilomètres de son université, dans un village à proximité de chez sa tante, avec des vêtements qui ne lui appartenaient pas et avec un an sans aucun souvenir. Et cette personne, du reste, le cas étudié par Paul Aides, et cette personne est aujourd'hui un psychologue très connu de la ville de New York. Et voilà, qui malheureusement refuse de donner des interviews, et ça se comprend parce que l'expérience est traumatisante, mais pour moi, c'est un phénomène d'abduction, d'autant plus qu'il a été enlevé un jour de neige et qu'il faisait du ski, si ma mémoire est bonne, et ses traces s'arrêtent net. Donc, il est enlevé, on ne sait pas trop ce qu'il subit, il est ramené, mais là, il n'y a pas de reprogrammation du temps, pas de reprogrammation de la réalité. Il est ramené un an après, et voilà, ça a été un énorme trauma pour lui. Il se rappelle de rien, avec des vêtements différents, et tout. C'est un cas très cool. Est-ce que pendant les abductions, les entités sans âme peuvent fragmenter l'esprit à ce moment-là, à chaque fois, pour que seulement on ne se rappelle pas, mais pour que ce soit plus difficile de faire un travail sur soi? Bien sûr, pendant les abductions, il y a des expérimentations sur l'âme, il y a des fragmentations d'âme, et ça, c'est décrit par la chercheuse Linda Moulton Howe notamment, et c'est décrit par d'autres abductés qui parlent d'expérimentation sur leur âme, de leur âme, qui est ensuite mise dans des clones, des jeux avec des clones, et tout, donc absolument. Mais là, en l'occurrence, je vais maintenant raconter une histoire de reprogrammation de la réalité qui va au-delà d'abduction, qui n'est pas connectée
à ma connaissance, à des programmes spatiaux secrets, et qui montrent bien que les timelines peuvent être manipulés et qu'on peut être inséré, réinséré dans des timelines. Ça se passe en 1998. C'est une jeune fille américaine qui va à l'école à la fin de 1998. Et c'est le dernier jour avant les vacances de Noël. Et la prof, donc la jeune fille, c'est l'année, je crois, elle a une quinzaine d'années. Et sa prof, la prof de sciences commence à leur parler que c'est l'année 1999 qui va arriver. Elle commence à lui parler à toute la classe que l'année 1999, ça va être une grande année sur le plan scientifique, qu'il y a un énorme projet connecté à Mars, collectif, un projet d'exploration de Mars. Elle commence à leur parler que de l'eau a été officiellement découverte sur Mars et que l'année 2000 va être une grande année sur le plan scientifique pour l'humanité. Donc ensuite, la jeune fille, elle est très contente. Elle rentre chez elle pour les vacances. Ensuite, elle arrive pour l'année 1999 et elle se rend compte qu'il y a des ordinateurs flambant neufs dans son école et elle se rend compte de la rapidité des ordinateurs. C'est ce qui lui saute aux yeux. Les ordinateurs sont extrêmement rapides. Ce qu'elle se rend compte aussi, c'est que dans l'air, il y a un optimisme absolument énorme, que ça soit à l'école, que ça soit dans sa ville, il y a un optimisme, les gens sont heureux et tout. Et pour elle, c'est naturel, mais tu vas comprendre pourquoi. Pour elle, c'est naturel. Même les ordinateurs flambant neufs, rapides, c'est naturel. Il y a un optimisme, il y a quelque chose qui est tout semble positif. À l'école, c'est 3 heures de sciences par jour. Et ça part de ce fameux projet de Mars, un projet connecté à Mars, de voyage sur Mars, des projets d'exploration spatiale à gogo et tout. Après, qu'est-ce que l'espace? Voilà, ça c'est encore une autre question, parce que de toute façon, la programmation est la même sur différentes timelines, mais voilà, je rapporte ce qu'elle dit. Donc c'est cette espèce de joie, cette espèce d'énergie. Il y a de l'optimisme qui est partout. Et personne, bien évidemment, ne parle de bugs de l'an 2000, personne ne parle de panne possible de système informatique, personne ne parle de crise économique, personne ne parle d'inflation, parce qu'en 99-2000, il y avait déjà tout ce problème d'inflation et de crise économique qui arrivait notamment avec l'effondrement du Nasdaq et tout ça. Il y avait toute une crise dans les années 99 et 2000, mais déjà dans les années 99, ça commençait puisqu'il y avait de l'inflation aux États-Unis. C'est ça, les gens ne s'en rappellent pas, mais c'était assez marqué dans l'esprit. Il y avait aussi la crise asiatique, les choses comme ça, mais là, un optimisme vraiment démesuré. Voilà, quelque chose de démesuré. Et une joie dans l'air, des gens sympathiques et tout. Ça se passe comme ça, et arrive le mois de novembre 1999. La professeure leur parle du nouveau millénaire, que ça va être un moment absolument historique et magnifique pour l'humanité. Et elle est vraiment contente d'aller à l'école. Le lendemain, elle part à l'école, et il y avait une espèce de rivière, et elle doit traverser un pont. Une rivière, voilà. Une rivière, comme il y a souvent dans des villes, et il y avait deux ponts dans sa ville à traverser. Je sais plus si c'était une rivière ou une route ou une autoroute, peu importe, il y avait deux ponts pour traverser. Donc elle va traverser sur le pont le plus proche de chez elle. Bon, jusqu'à là, tout va bien, mais
elle se dit, c'est bizarre, il y avait un pont ici hier, mais le pont n'existe pas. Donc, elle va à l'autre pont. Et là, le pont est là. Mais elle trouve que le pont a changé, qu'il est moins beau, moins brillant. Il y a quelque chose qui a changé. Mais elle ne se pose pas trop de questions. Ensuite, elle arrive à l'école. Et là, le bâtiment, elle se dit, mais le bâtiment n'est pas pareil. Voilà, le bâtiment n'est pas pareil. Il y a dû avoir des travaux que je n'ai pas remarqués. Et puis, elle commence à rentrer dans le couloir, et le couloir est plus long qu'avant. Et là, elle commence à se poser vraiment des questions. Après, il y avait une fresque représentant l'univers, les étoiles et les planètes. La fresque est là, mais des choses ont changé, des inscriptions ont changé. Quand elle va dans sa classe, il devait y avoir un cours de sciences et un cours d'anglais. Ensuite, l'après-midi, cours d'informatique, et là, elle se rend compte que c'est des vieux ordinateurs, des ordinateurs extrêmement vieux, comme il y avait en 1999. Mais là, dans le cours de sciences, dans le cours d'informatique plus exactement, la professeure, elle marque la date. Or, la date marque 1998. Donc, elle dit à la professeure, mais c'est pas 1998, c'est 1999. Et elle lui dit, mais non, c'est pas 1900. Et elle le prend vraiment mal. Elle lui dit, non, c'est 1998. Mais elle dit, mais si, on va passer à l'an 2000. Elle dit, mais non, on va pas passer à l'an 2000. Donc la jeune fille préfère se taire. Et puis ensuite, la professeure d'informatique commence à faire un cours sur, comme la fille avait interrompu à propos de l'an 2000, elle commence à dire, l'année prochaine, il faudra vérifier les ordinateurs parce que en l'an 2000, il y aura le bug de l'an 2000. C'était pour les plus jeunes d'entre vous. En 1998, 99 et 2000, il y avait une grande peur dans l'air que les systèmes informatiques s'effondreraient puisque les ordinateurs n'étaient pas réglés pour passer à l'an 2000 pour certains. En fait, c'était complètement bidon, comme beaucoup de choses, pour générer de la peur. Mais donc la prof commence à lui parler du bug de l'an 2000. Et là, quand elle rentre chez elle, quand elle parle à ses copains, elle sent qu'il n'y a pas l'énergie. Elle voit aussi des petits changements subtils, des magasins qui sont pas là, mais qui sont moins brillants, moins joyeux. Il y a quelque chose qui a changé. Et elle comprend pas pourquoi, elle comprend pas comment. C'était 1999 et ensuite elle se retrouve en 1998. Donc pour faire court, elle revit une deuxième année 1999, mais une deuxième année 99 comme l'année 1999 classique, avec la peur croissante du bug de l'an 2000, cette espèce de crainte à propos de la crise asiatique, à propos de l'inflation, toute cette espèce de une année 99 classique où il n'y a pas cet engouement, où il n'y a pas cette énergie. Et donc la jeune fille dit avoir vécu 2 fois l'année 1999. Et après, tout est redevenu normal. Après, elle a vécu les autres années, voilà, comme si de rien n'était. Tout. Est-ce que sa perception du temps a été changée à ce moment-là ? Non seulement la perception du temps, c'est au-delà de la perception, c'est sa réalité qui a été reprogrammée. Alors, où la réalité autour d'elle est reprogrammée, comme dans un jeu, où la timeline générale a été reprogrammée pour extraire plus de louches, et seules quelques personnes se rappellent de ça. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, la réalité autour d'elle a été reprogrammée et elle a été coincée dans une espèce de boucle du temps. Ça, c'est la technologie des entités sans âme. Ou alors, son point d'attention est passé de cette timeline, de notre réalité consensuelle,
à une autre réalité, ou plus exactement, son point d'attention est passé d'une autre réalité à notre réalité. Mais le point d'attention a été ramené dans le passé. En tout cas, est-ce que c'est le même cas que Madame X a vécu comme on Madame X, c'est complètement différent parce que là, elle n'a pas vécu 2 fois la même année. Elle s'est retrouvée physiquement dans une autre timeline où c'était la même année, mais où les technologies étaient beaucoup plus avancées et où les entités et les anges déchus s'étaient déjà incarnés dans la matière. Là, elle vit carrément 2 fois la même année. Et ça, et physiquement, il n'y a rien de métaphysique, il n'y a pas de rêve, c'est vraiment physiquement 2 fois. Donc on voit qu'il y a une reprogrammation de la réalité. Et j'ai cherché, et il y a d'autres cas comme ça. Par exemple, il y a une personne en Angleterre qui se réveille et qui vit 4 fois dans la semaine le même lundi, à tel point que la personne pouvait entendre, savait les conversations, connaissait les conversations de ses camarades, puisqu'elle avait vécu 4 fois un lundi. Donc, c'est une personne qui se lève, la mère est en train de lui préparer un petit déjeuner, elle sent l'odeur du petit déjeuner, elle est très contente, il est très content. Ensuite, il prend un bus pour aller à son université. Je précise bien que ça se passe en Angleterre et pas aux États-Unis. Donc voilà, c'est dans un pays différent. Il prend son bus pour aller à l'université. Là, il entend les gens qui parlent. Il arrive à l'université. Il dit bonjour. Il dit bonjour à ses amis. Journée normale. Il rentre chez lui. Il se couche. Le lendemain, la mère lui prépare le même petit déjeuner. Donc il dit, je voudrais quelque chose d'autre pour le petit déjeuner. La mère lui dit, voilà, mais il lui dit, c'est le même qu'hier. Il dit, non, c'est pas le même qu'hier. Après, il prend le bus, et là, les conversations sont les mêmes que la veille. Quand il arrive à l'université, c'est les mêmes conversations. Donc là, il panique vraiment, il pense qu'il est fou, et le lendemain, rebelote. Et est-ce que c'était avec les mêmes personnes? Et même personne, tout pareil. Sauf lui qui réagissait différemment. Le jeudi, c'est pareil, donc là, il est au bord de la folie, et il se réveille le vendredi matin. Là, par contre, tout est différent. Et là par contre, tout est différent, tout est à nouveau normal. Et c'est un truc complètement fou. Il a vécu 4 fois le même jour, tous les jours, la même chose. Et après, il se retrouve vendredi comme si de rien n'était, alors qu'il a vécu 4 fois le lundi. Il se couche le lundi soir et il se réveille le vendredi matin. Et tout le monde pense que 4 jours normaux ont eu lieu, alors que lui a vécu en boucle le lundi, pendant que les autres avaient vécu 4 jours. C'est un truc complètement... C'est un truc qui est... Et il y a beaucoup de cas comme ça. Et ça, c'est typique de reprogrammation de la réalité, c'est typique d'expérimentation, c'est typique de jeu avec la réalité. Ça va très loin. C'est différent de, par exemple, des fois, ça m'est arrivé d'observer des personnes qui vont réagir de la même façon tous les jours, qui vont faire les mêmes gestes tous les jours. Là, c'est le phénomène des personnages non-joueurs. Là, tout était pareil. Par exemple, pour la dame qui a vécu 2 fois l'année 1999, les choses étaient différentes. C'était 2 timelines différentes. Là, il est comme coincé dans la même journée, dans une boucle temporelle, sauf que c'est les mêmes choses qui se répètent, sauf que lui dit des choses, fait des choses différentes. Et on peut suspecter un jeu des entités sans âme qui, par les technologies, le maintiennent prisonnier le lundi, alors que le temps continue d'avancer. Au bout de leur expérimentation, de leur jeu pervers, les entités le remettent dans sa timeline pour peut-être le consentement à ces expérimentations, pour aussi
vampiriser un maximum de louches par la peur qu'il a eue. Ça peut être un Parce bug que dans la matrice. Ça peut être aussi un bug dans la matrice, ça peut être un bug, ça peut être beaucoup de choses. Mais en fait, ces expériences, il y a la notion de consentement, parce que ces expériences sont très fréquentes, mais le subconscient est reprogrammé. Mais si le subconscient n'était pas reprogrammé, si tout le monde se rappelait de ça, ça deviendrait banal. Donc, les entités font que un petit pourcentage se rappelle de ça, pas trop, pas peu, mais pas trop, pour extraire un maximum de louche. Parce que si tout le monde s'en rappelait, ces manipulations, ces glissements du temps, ça ferait partie de la réalité, ça deviendrait presque banal. Mais là, si trop peu de personnes s'en rappellent, il n'y a pas assez d'extraction de louche, mais si c'est juste une petite partie, peut-être 5 ou 10% de la population, ça donne beaucoup de louche aux entités, parce que les gens ont peur quand elles vivent ça, sont tristes, c'est effrayant, et en même temps, c'est un consentement aux entités sans âme. C'est pour ça qu'il y a à peu près 10% de la population qui se rappelle que Mandela est mort dans les années 80. Voilà, c'est pour le consentement, mais je pense qu'il y a d'autres facteurs autour. En tout cas, ces expériences sont beaucoup plus fréquentes qu'on ne le dit. On a parlé aussi à une dame qui est ciblée et abductée et qui a subi lors de son ciblage de la magie noire et des expérimentations de la part d'entités, puisque ciblage et abduction sont liés. Et elle explique qu'il y a des magies noires qui bloquent le temps, qui font que les personnes tournent en rond. Et ça peut être ce que cette personne, ce jeune étudiant a vécu, ça peut être une forme de magie noire. Ou comme tu dis, tout simplement un bug, puisque un système informatique va bugger. Donc là, il y a un autre type de reprogrammation de la réalité. C'est... Ça, là aussi, c'est connecté au Love Bite, c'est connecté à l'extraction de louche. Et là, c'est pas qu'une personne va revivre en boucle une journée ou une année, c'est que la réalité de la personne va être changée. Et dans certains cas, c'est connecté au Love Bite. Et je vais donner un exemple. C'est un jeune garçon au Canada, et il est à l'université. Donc, pourquoi les cas viennent de pays anglo-saxons? Il y a des cas en France. On a parlé de personnes qui ont vécu des expériences comme ça, comme Madame X, comme cette dame justement abductée. Il y a énormément de témoignages en France, mais en France, c'est très fermé. C'est très fermé. Et malheureusement, la recherche de vérité est totalement prise par les galactiques, la politique alternative et tout. Donc, personne n'a envie de parler de choses comme ça. Pourtant, c'est universel, c'est dans tous les pays. Aux États-Unis, les gens en parlent un petit peu plus parce que c'est un petit peu plus ouvert, mais c'est universel. Je tiens vraiment à le préciser. Et au Canada, c'est pareil, c'est plus ouvert. Donc, c'est un cas au Canada. C'est un jeune garçon qui va à l'université. Jusqu'à là, tout va bien. Et il commence son année universitaire et il rencontre une jeune fille qui s'appelle Célène. Donc déjà, le nom Célène, on voit qu'il y a... Voilà, Célène, c'est connecté à la Lune. Donc déjà, on voit qu'il y a une espèce de jeu de la part des entités, puisque la Lune est connectée à la manipulation de la réalité. Il commence à discuter avec Célène, et Célène discute avec lui. Et ils se rendent compte qu'ils ont les mêmes passions, qu'ils ont des intérêts communs, la même passion pour la littérature. Et donc, ils tombent amoureux l'un de l'autre et se mettent ensemble. S'ensuit vraiment une idylle vraiment amoureuse. Ils savent qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Quand c'est les pauses, ils sont toujours ensemble.
ils ont un groupe d'amis commun. Ils pensent même acheter un appartement pour s'installer ensemble. Ils commencent même toutes les démarches et tout. C'est vraiment une vie dans la joie. Ils avaient des chambres universitaires. Ils prennent, en attendant d'avoir l'appartement, une chambre commune et tout pour être plus ensemble, où ils se mettent dans la même résidence. Je pense pas dans la même chambre, dans la même résidence universitaire, puisqu'aux États-Unis, au Canada, c'est des systèmes de résidence universitaire pour être plus proches l'un de l'autre et tout, en attendant d'avoir leur appartement. Donc, ils sont vraiment joyeux. Ils sont joyeux tous les soirs. Ils se voient, toute la journée, ils se voient. Et surtout, ils font des projets de fonder une famille, de voyager. Donc, c'est vraiment la joie pour eux. Un matin, un jour, le garçon va visiter ses parents pour le week-end. Il est content parce que ses parents vont lui prêter de l'argent pour acheter l'appartement, pour avoir un apport pour l'appartement ou pour louer l'appartement, peu importe. Donc il est vraiment tout content de parler à Célène de ça. Je crois que c'est pour louer l'appartement. Et là, il arrive dans sa classe et Célène est en train de parler avec un groupe de filles qu'il ne connaît absolument pas. Ok, il n'y a pas de souci, mais il se dit que c'est bizarre parce que d'habitude, ils ont des amis communs et tout, et puis elle était plutôt discrète, comme lui était plutôt discret. Mais là, elle parle avec des filles qu'il ne connaît pas. Donc, voilà, il s'approche d'elle et il va la voir. Et il commence à la prendre pour l'embrasser, comme il faisait. Et là, Célène le regarde avec des yeux complètement effarés. Les filles le regardent comme s'il était fou. Et de fil en aiguille, il se rend compte que Célène ne le connaît absolument pas. Que Célène est nouvelle à cette université, qu'elle ne l'a jamais connue, et qu'elle est venue d'une autre ville à cette université parce qu'une copine y était. Donc, mais elle était totalement nouvelle à l'université. C'était son premier jour. Donc, là, il comprend pas. Il dit, mais Célène, ça fait des mois qu'on est ensemble, on va avoir un appartement, mes parents ont été d'accord pour me faire un apport pour l'appartement et tout. Non, elle ne le connaît absolument pas. Donc, il enquête, il comprend pas, donc il va voir la chambre de Célène et la chambre universitaire de Célène. C'est une autre, il y a quelqu'un d'autre dans la chambre où était censé être Célène. Il appelle ses parents, il leur demande, il fait le stupide, il dit, merci pour l'argent que vous m'avez prêté pour un appartement. Et là, les parents disent, mais quel argent? T'as jamais prêté d'argent. Donc, il se retrouve dans une réalité différente, où il est dans la même université, il est dans la même chambre, et où toutes les personnes existent, mais où sa copine, Célène, n'est plus la même personne. Elle est la même physiquement, la même comportement, mais elle est nouvelle. Elle est avec d'autres copines, elle ne le connaît pas. Donc là, la réalité a été encore modifiée d'une autre façon. Et ça, c'est quelque part, pour moi, c'est un phénomène de love bite. C'est un phénomène de love bite pour vampiriser un maximum de louches. Et c'est pour ça qu'il s'en est souvenu. Donc, ce que je pense, c'est que dans cette réalité, la timeline individuelle et la timeline collective, la réalité individuelle et collective est constamment reprogrammée par les entités non humaines. Pourquoi elle est reprogrammée? Parce qu'elle cherche à extraire un maximum de louches. Tous les resets du reste sont connectés à des extractions de louches, mais entre les resets, les timelines sont reprogrammées.
non seulement individuel, mais aussi collectif. Heureusement pour nous, on ne s'en rappelle pas. Mais parfois, des gens s'en rappellent. Et là, c'est dramatique. Et je pense que les personnes s'en rappellent, un petit nombre de personnes s'en rappellent pour extraire suffisamment de louche, pour aussi que le phénomène ne devienne pas banal, parce que sinon les gens, ça extrait moins de louche, ça effraierait moins parce qu'elles se nourrissent de peur, pour aussi générer la controverse et des disputes parce qu'elles aiment diviser pour régner, et aussi pour le consentement. En tout cas, ces manipulations de timeline, c'est une réalité. Et c'est logique, on est dans une réalité qui est comme une simulation. Dans un jeu comme SimCity, les joueurs vont constamment reprogrammer le jeu. Donc, quel est le but? Quel est le but de ça? Voilà. Oui, on peut penser qu'il y a une expérimentation qui est en cours. Effectivement, cette personne ciblée par Magie Noire et abductée a parlé d'une expérimentation. Expérimentation qui est menée par des entités des ombres et d'autres entités. Ces autres entités mènent l'expérimentation, mais elles sont subalternes à d'autres entités, selon une personne abductée. Ça, c'est évident qu'il y a une expérimentation perverse qui a lieu. On est comme des souris de laboratoire pour ces entités. Mais c'est à plusieurs niveaux. Mais c'est à plusieurs niveaux. Tu as parlé d'insert holographique, tu as parlé de modification de la réalité, donc c'est bien à plusieurs niveaux. C'est à plusieurs niveaux. Il y a des expérimentations qui sont menées. Beaucoup de personnes qui disparaissent sont utilisées par ces entités pour des expérimentations. Ça, c'est tout le travail de Richard Hall, de David Paulides et de Steph Young. D'autres sont envoyés dans les programmes spatiaux secrets. D'autres sont mangés par les entités. Donc, il y a ça littéralement. Il y a d'autres expérimentations qui sont connectées à la reprogrammation de la réalité, qui sont connectées à toutes ces manipulations dont on vient de parler. Et le but de ces expérimentations, c'est d'extraire un maximum de louche. Comment se retrouver dans tout ça? Parce qu'il y a vraiment à plusieurs niveaux et tous ces niveaux-là, ils existent bel et bien. Et comment faire face à tout ça? Mais il y a aussi, avant de répondre à la question, il y a aussi un autre paramètre, c'est le jeu pervers, le jeu avec les entités sans âme. On le voit dans l'histoire de Sélène. Sélène, le prénom connecté à la Lune. Or, la Lune est connectée au système de contrôle. Donc, on voit bien que c'est un jeu délibéré de la part des entités non humaines. On retrouve ce jeu sur les noms dans les cas de contact, dans les cas d'abduction, dans les cas aussi d'apparition religieuse. Il y a ce jeu sur les noms où les entités s'affublent de titres que les personnes ne peuvent pas connaître. Par exemple, dans l'apparition mariale à Lourdes, les entités se font appeler Bernadette, l'entité se fait appeler à Bernadette Soubirous, l'Immaculée Conception, un terme qu'elle ne pouvait pas connaître. L'entité était réelle, mais ce n'était pas la Vierge Marie, c'était une entité pour vampiriser l'énergie émotionnelle de Bernadette, pour détruire Bernadette et pour vampiriser l'énergie des croyants, entretenir des systèmes de croyances. Mais il y a ce jeu sur les noms. Le jeu a été constaté par John Keel, Jean Sider, Charles Fort, mais aussi les Grecs anciens. Donc, il y a un aspect jeu pervers derrière tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? C'est déjà, comme tu dis, être conscient de ça, être conscient que ça existe, et symboliquement, ne pas y consentir, dire « je ne consens pas à ce que ma réalité soit manipulée, je crée ma propre réalité ». Alors, ça ne va pas forcément empêcher les choses, mais ça rendra ça plus difficile, puisque d'une manière ou d'une autre, elles ont besoin de notre consentement. En tout cas, pour que ça fonctionne de manière optimale. Et là, si déjà on dit qu'on ne consent pas, ça peut fonctionner puisque c'est de la technologie, mais l'extraction de louche sera moindre, et tout est lié à l'extraction d'énergie. Ça, c'est très important. Ensuite, c'est bien comprendre qu'on est dans une simulation.
que les entités projettent leur réalité. Pourquoi? Parce qu'on crée un canevas de réalité compatible avec le programme de ces entités. Donc, il s'agit d'utiliser nos capacités créatrices pour créer un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Oui, puisqu'elles peuvent faire beaucoup de choses face à nous par les technologies, mais elles n'ont pas quelque chose que nous on a, c'est la conscience. Elles n'ont pas la conscience et pas de capacité créatrice. Voilà. Donc, elles court-circuitent nos capacités créatrices. On peut changer les choses à notre faveur. On peut y arriver. Mais ça, elles nous maintiennent dans un état de vibration bas par le cirque de la politique, de la géopolitique, de l'actualité, mais aussi par les pensées intrusives et par ces manipulations de réalité pour qu'on crée un canevas de réalité qui vibre au niveau de la réalité projetée par les entités sans âme. Donc si déjà, symboliquement on dit non, ça n'arrêtera pas forcément, mais il y aura moins de louche, moins d'énergie pour ces entités. Donc ça c'est très très important, symboliquement, dire je ne consens pas, c'est tout simplement disant je ne consens pas. Ensuite, c'est se créer son propre bonheur dans le quotidien pour créer un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Et se créer son propre bonheur, ça passe par tout apprécier, comprendre, quand on écoute ces expériences, on comprend que rien n'est acquis. Et je voulais ajouter une petite chose, restez ouvert d'esprit, puisque même si ça vous paraît énorme, ça paraît vraiment énorme. Ça paraît énorme, mais c'est ouvert. Voilà. Gardez l'esprit ouvert. Parce que de toute manière, Arthur C. Clarke disait que des technologies avancées, ça ressemble à de la magie. C'est comme si on montre à un homme préhistorique un téléphone portable, il pensera que c'est de la magie. Ou une voiture, électrique ou un avion, il pensera que c'est de la magie. Oui. Donc, ces technologies ont des milliards d'années d'avance sur nous, mais c'est de la technologie. Et c'est une réalité que des scientifiques commencent à appréhender. Et ça rentre dans le mainstream du reste. Donc ça, c'est très, très, très encourageant. Ça montre quand même que les choses bougent. Ensuite, c'est se créer son propre bonheur et c'est profiter de chaque instant. Savoir, quand on connaît ces manipulations de la réalité, on se rend compte que rien n'est acquis. Donc c'est profiter. Si on profite, si on se crée son propre bonheur dans le quotidien, on crée individuellement un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Comme on a une connexion divine, on peut élever notre canevas de réalité presque à l'infini, mais les entités sans âme ne peuvent pas projeter au-delà d'un certain seuil puisqu'elles n'ont pas de connexion divine. Donc si tous les jours on est conscient des manipulations des entités et que tous les jours on se crée son propre bonheur, au bout d'un moment on crée un canevas de réalité où les entités sans âme peuvent beaucoup moins projeter leur réalité. Donc on commence à projeter une réalité humaine et là les manipulations deviennent beaucoup plus difficiles de la part des entités. Et c'est ensuite transmettre ça à un maximum de personnes pour qu'individuellement et collectivement, on crée une réalité humaine, une réalité qui vibre au-delà de ces entités sans âme. Donc, même si c'est un cheveu au-delà, c'est déjà suffisant. Mais en tout cas, c'est vraiment prendre conscience de ça et prendre conscience de ce qu'est la vraie nature de la réalité. Et c'est une réalité qui fonctionne comme un hologramme, c'est une réalité qui fonctionne comme un programme informatique, comme une simulation, et elle est basée sur la simulation est basée sur le vampirisme psychique. Donc si, en prenant conscience de ça, on donne moins d'énergie, forcément, la simulation fonctionne moins. Donc là, c'est là où on commence à créer une réalité humaine. Avec nous. Merci de nous avoir écoutés. Et merci de votre soutien. Merci de votre soutien et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci beaucoup. Merci, au revoir.